Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures en temps universel. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Les titres. Renforcer le dialogue entre les institutions de la République, c'est la volonté du Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga. Était hier dans 4 institutions. La démarche vise à expliquer au président de ces institutions le contenu de la lettre de cadrage du gouvernement. Nous ferons le point avec Mamari Kouni. La fêtière de la jeunesse devrait avoir un nouveau président cet après-midi. 3 candidats sont en lice. Chacun a présenté hier son plan d'action qui prend en compte selon eux les aspirations de la jeunesse. La 9e édition du Festival du Vivre Ensemble a été lancée avant-hier à Tombouctou par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé. Ce rendez-vous de la culture et de vivre ensemble a réuni plusieurs personnalités et des touristes qui signent leur retour dans la cité des 333 Saints. Nous parlerons également de l'actualité dans les pays de l'AIS au Burkina Faso et au Niger dans une dizaine de minutes. La paille des sports CHAN 2024, le Mali joue demain contre la Mauritanie pour le compte du match aller du deuxième et dernier tour. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Et vous, oui, je vous le disais, dans le cadre de cette visite de prise de contact, le Premier ministre, ministre de développement territorial et de la décentralisation, le général Abdoulaye Maïga s'est rendu successivement au Conseil économique, social et culturel, au Conseil des collectivités, à la Cour constitutionnelle et à la Cour suprême. La démarche vise à expliquer au président de ces institutions le contenu de la lettre de cadrage du gouvernement et solliciter leur accompagnement. L'union sacrée, comme le souhaite le président de la transition, sera le stock de Malikoura. On fait le point avec Mamadi Koné. Les institutions de la République travaillent en intelligence pour faire face aux défis auxquels est confronté notre pays. Le Premier ministre rencontre les présidents des institutions de la République, général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Vous demandez très humblement de nous accompagner dans l'atteinte des objectifs qui nous ont été assignés et surtout de considérer cette lettre de cadrage comme étant également la vôtre. C'est vrai qu'en droit constitutionnel, on nous a appris la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs ne sont pas divisés. Impossible que le gouvernement seul puisse atteindre tous ces objectifs. Creuser des forces vives de la nation, le Conseil économique, social, environnemental et culturel est la première institution de la République à recevoir le Premier ministre et chef du gouvernement. Cette visite est perçue ici comme un témoignage de l'engagement du Premier ministre à œuvrer dans un esprit de concertation et de dialogue inclusif. Cela en partenariat avec toutes les institutions de la République. Yacouba Katile, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Face aux enjeux multiples que connaît notre pays, qu'ils soient d'ordre économique, social, environnemental ou culturel, notre institution demeure disponible pour apporter des contributions positives. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a été ensuite reçu au Haut Conseil des collectivités. Mamadou Sateki Diakité, président du Haut Conseil des collectivités. Nous nous sentons directement liés à vous dans la mise à place, en tout cas dans la réalisation des objectifs, des axes posés. Notre partition en ce qui concerne tous les points qui concerneraient notre institution. Le général de division Abdoulaye Maïga s'est ensuite rendu à la Cour constitutionnelle. Amadou Ousmane Touré, président de la Cour constitutionnelle. La Cour vous donne l'assurance de son accompagnement de qualité, de son accompagnement de bonne collaboration, de son accompagnement de loyauté et d'acteurs majeurs sur le plan institutionnel. Ce qui est attendu de la Cour constitutionnelle comme contribution au 8e domaine visé par la lettre de cadrage, à savoir la création des conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront un terme à la transition. Aussi, beaucoup d'autres moyens seront nécessaires pour jouer ce rôle, pour faire comprendre et expliquer aux citoyens, aux acteurs politiques, aux organisations de la société civile et au pouvoir public les compétences de la Cour constitutionnelle et les enjeux de sa mission. La Cour suprême a été la dernière institution à recevoir le Premier ministre, chef du gouvernement, la plus haute juridiction en matière juridique, administrative et des comptes par la voix de son président, s'est dit réconforté par cette visite. Dr Fatou Matera, président de la Cour suprême. Notre monde d'aujourd'hui n'est plus un monde facile. Chacun justement est conscient. C'est en cela que vous avez justement cet engagement que nous, la Cour suprême, en tout cas, sera toujours justement à vos côtés. Bénédiction, accompagnement, soutien et conseil. C'est en rang serré que l'on peut entrevoir la réalisation du Malikoura,
un vœu cher à tous les Maliens. Tout sur la session ordinaire d'octobre 2024 qui a pris fin ce jeudi avec l'adoption de la loi de finances pour l'exercice 2025. Le dit budget prend en compte plusieurs programmes des ministères, institutions et organismes entre autres. C'est un budget d'action qui va permettre d'impacter positivement la vie des populations pour 2025. Aussi, les membres du CNT ont adopté la loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance pendant l'intercession. Le point avec Aridou Matina. Ils étaient 2 membres du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances et celui de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, a assisté à la dernière étape de la session ordinaire d'octobre 2024 du Conseil national de transition. Comme point majeur de cette séance plénière, l'examen de la deuxième partie du projet de loi des finances pour l'exercice 2025. Les différentes commissions qui avaient été saisies pour l'étude au fond du projet de loi des finances à l'unanimité ont adopté les différents points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit des programmes de l'année 2025 des ministères, des institutions et des organismes assimilés. Puis les dépenses des budgets annexes, des comptes spéciaux du Trésor et des dotations ont aussi été validées. Le CNT donne ainsi quitus à la loi des finances pour l'exercice 2025. Aloussène Sanou, ministre de l'économie et des finances. Ce budget va dégager un déficit budgétaire de 3,5%. Les indicateurs sont bien tournés, c'est un budget bien équilibré. Aujourd'hui, c'était de regarder donc les 3 229 milliards 900 millions de dépenses, comment ces dépenses vont s'exécuter, étant donné que nous sommes dans le budget en mode programme depuis 2018. Donc on vient de le dire, il y a 141 programmes dans lesquels on a 97 programmes opérationnels, toutes choses qui démontrent effectivement que nous recherchons l'efficacité. Mohamed Touré, président en charge de la commission des finances du CNT. Une première partie qui traite des conditions générales de l'équilibre budgétaire et la deuxième partie qui traite des programmes, notamment la mise en œuvre des politiques publiques définies par le gouvernement à travers des programmes budgétaires. Le projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance a aussi été examiné lors de cette session plénière. Conforme aux dispositions constitutionnelles en vigueur, ce projet de loi qui permet au gouvernement de prendre certaines mesures par ordonnance durant la période comprise entre la clôture de la session ordinaire d'octobre 2024 et l'ouverture de la session ordinaire d'avril 2025 a également eu un avis favorable chez les parlementaires. Signalons que plusieurs autres projets de loi ont été renvoyés à la prochaine session. L'élection du président du Conseil national de la jeunesse, c'est bien ce samedi. Le vote a démarré tout à l'heure ici à Bamako. Et les jeunes du Mali entendent beaucoup de ce scrutin. Ils souhaitent qu'elle se tienne sans heurts et en toute transparence. Ils espèrent que le futur bureau va prendre en compte les aspirations profondes de la jeunesse. Et d'ailleurs, 3 candidats sont en liste. Chacun a présenté hier son plan d'action qui prend en compte les aspirations de la jeunesse. Bema Sibich nous parle ici des enjeux de ce scrutin. Une élection, plusieurs attentes. La première attente des jeunes par rapport au renouvellement du Bureau national de la fêtière juvénile est une élection apaisée et crédible. La seconde, non des moindres, est la transparence. C'est d'ailleurs la source de la plupart des incidents post-congrès électif du Conseil national de la jeunesse. Amas Sissé, coordinateur national d'Éveil Mali. Cette assemblée soit la plus apaisée que possible, la plus apaisée, la plus inclusive. Et qu'à la sortie de cette assemblée, qui est un bureau élu et reconnu et porté par tous. Fatoumata Ndao, point focal Renagem Mopti. Mes attentes, c'est que les élections à venir soient transparentes. On a besoin de jeunes responsables. Boubacar Diallo, président Renadep Gao. C'est dans l'intérêt de la jeunesse, cause pour laquelle nous, en tant que jeunes de la région de Gao, et de toutes les régions, nous devrons mettre tout en œuvre pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions. La troisième attente est la prise en compte par le bureau élu des préoccupations réelles de la jeunesse, des préoccupations que le nouveau bureau doit porter haut afin de défendre les intérêts vitaux de la jeunesse. Amas Sissé, coordinateur national d'Éveil Mali. Ce qui a toujours été aussi le problème, c'est que souvent, le bureau, une fois élu, les membres oublient leur mission principale. Boubacar Diallo, président Renadep Gao. Mes attentes sont surtout que ce bureau doit avoir une vision des jeunes. Fatoumata Ndao, point focal Renagem Mopti. Il doit d'abord penser à la jeunesse. S'ils sont là pour les jeunes, ils doivent penser à la jeunesse. Et aider la transition à bien mener leurs projets pour le Mali.
L'élection du bureau du Conseil national de la jeunesse est donc très attendue par les jeunes. Question de faire honneur aux nouvelles autorités qui placent la jeunesse au cœur de leur politique. La 9e édition du festival Vivre Ensemble a été lancée cette semaine à Tombouctou par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagué. Ce rendez-vous de la culture et du Vivre Ensemble a réuni plusieurs personnalités et des touristes qui signent leur retour dans la cité de 333 Saints. On fait le point avec Najim Babassi. Facteur de cohésion sociale et de brassage culturel, le festival Vivre Ensemble déroule sa 9e édition avec des innovations comme dans toutes les éditions passées. Un rendez-vous honoré par les hautes autorités de la transition avec la mobilisation de 3 ministres du gouvernement à Tombouctou. Un événement annuel visant à redynamiser le Vivre Ensemble grâce à la culture sur initiative de la direction du festival du Vivre Ensemble. Fatouma Adjabiakoy, porte-parole de la direction du festival du Vivre Ensemble. Un arbre ne peut pas faire une forêt. Ce proverbe africain nous enseigne que l'unité et la solidarité sont le socle de toute société. C'est cette philosophie que porte notre festival. Rassembler, unir, créer des ponts entre les cœurs et les esprits. 4 jours durant, les festivaliers vont se ressourcer en mettant à profit la riche diversité culturelle et ethnique sous l'haleine des artistes locaux, nationaux et internationaux. Des panels de discussion sur la promotion du vivre ensemble. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière, de la Culture et du Tourisme. Ce festival demeure vraiment au centre des valeurs de paix, d'unité, de solidarité, de vivre ensemble. Tombouctou en 2012 et Tombouctou aujourd'hui grâce à ce travail de résistance. Le général Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, au nom du Premier ministre et du gouvernement, salue l'organisation d'un tel événement. Le vivre ensemble, ce n'est pas qu'un seul mot. C'est une action, c'est une activité, c'est un concept, c'est un choix et c'est un engagement. L'objectif suprême de toute une nation, c'est s'occuper des populations dans la paix, la sécurité et le développement. Ce qui se passe à Tombouctou est magnifique. Tombouctou a été connu en 2012 pour avoir subi les pires atrocités. Chacun s'est donné la main pour qu'on puisse oublier un peu. Et aujourd'hui, le résultat est là parce que malgré les atrocités de Tombouctou, les populations des communautés sont ensemble. Après le lancement officiel, la délégation a visité les stands de la foire de Tombouctou, qui est un aspect non moins important du festival. Un tour de stand a permis au ministre de se rendre compte du savoir-faire des artisans de la mystérieuse et les potentialités des transformatrices agroalimentaires de la région de Tombouctou. Auparavant, la délégation avait rendu visite aux notabilités. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mahamoudou Asko Faré, Hassan Haïdara pour l'ORTM. AES, actualité. Et nous sommes dans le pays des hommes intègres. Des clarifications sur le projet de loi portant amnistie des personnes présumées auteurs du coup d'État de 2015 adopté en Conseil des ministres le 18 décembre dernier. Parmi les condamnés, certains ont purgé leur peine et ont rejoint leur unité ou service d'origine. D'autres ont fait appel et sont toujours en attente de jugement. Compte tenu des procédures judiciaires toujours en cours, ce projet de loi vise à lever les obstacles qui constituent un frein à leur carrière en termes de promotion et à encourager ces personnes pour leur engagement patriotique et leur sacrifice pour la défense de la nation. Ces clarifications ont été données à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse suivie par Céline Oudrago de la radio du Burkina. À ce point de presse, les notions d'amnistie et de grâce ont été clarifiées par le ministre en charge de la justice. Pour lui, l'amnistie est une mesure qui permet d'effacer une condamnation pénale et ne peut survenir qu'à travers une loi. Edasso Rodrigue Bayala. Parce que l'amnistie peut intervenir au moment où la personne n'est pas encore jugée. La personne est par exemple devant un juge d'instruction, mais la personne est encore à l'attente du jugement, ou la personne a été condamnée. Donc l'amnistie efface les faits. L'infraction reste dans le code, mais définit des faits ou définit des périodes pour lesquelles, lorsque une personne se retrouve être dans ces conditions de lieu et de temps, il puisse bénéficier de cette faveur et de cet effacement. La grâce, en réalité, c'est une suspension à l'exécution de la peine. Donc la grâce n'efface pas les faits. D'ailleurs, pour qu'il y ait grâce, il faut qu'il y ait une condamnation définitive. Et la grâce n'intervient que par acte réglementaire, c'est-à-dire par décret du président du façon. Alors que l'amnistie, il faut forcément une loi.
Pour le ministre, l'objectif visé par cette loi entre dans le cadre de la vision globale du chef de l'État qui est d'humaniser les prisons mais aussi de parvenir à une résolution définitive de la crise sécuritaire que vit le Burkina. Et Dasso Rodrigue Bayala. S'agissant du cas précis, la plupart des personnes impliquées dans les faits 15 et 16 septembre 2015 sont des personnels militaires. Certains ont fini de purger leur peine et sont actuellement engagés sur le théâtre des opérations. D'autres ont même été blessés ou ont subi en tout cas des dommages sur le théâtre des opérations. Par contre, la procédure judiciaire étant en cours, ces personnels-là ne peuvent pas avoir de promotion dans les carrières. Vous voyez, ça joue sur l'engouement, ça joue sur l'engagement. Alors que vous savez qu'aujourd'hui dans notre pays, il faut que nous explorons tous les ressorts de tout ce qui va nous permettre de venir à bout des lignes terroristes. Donc ces personnels-là, il faut reconnaître les sacrifices. Il faut les mettre dans les situations à donner plus d'engagement et plus de résultats. Le projet de loi d'amnistie est déjà transmis à l'Assemblée législative de transition pour vote, a-t-il indiqué. Si l'amnistie intervient au moment du jugement, explique le ministre Bayala, le prévenu sera relaxé. Après condamnation, la loi l'efface et lorsqu'elle est effective pendant l'instruction du dossier, le juge doit prononcer un non-lieu. Au Niger, baptême d'intégration hier après-midi de la 29e promotion d'enfants de Toulou du président militaire de Niamey. La cérémonie était présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi. Le point avec Abdourahmane Abdelkader du Niger. Cette 29e promotion, composée de 146 enfants de troupe, dont 107 garçons et 39 filles, regroupe des élèves provenant de plusieurs pays, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, la République de Guinée, le Mali, le Sénégal, le Tchad et bien entendu le Niger. Les enfants de troupe de la 29e promotion ont reçu leurs insignes, notamment le béret et les épaulettes, symbolisant leur appartenance à la grande famille du Prytanée. Ils ont ensuite prêté serment de respecter leur engagement et de se comporter en dignes représentants de l'école. Pour clore l'événement, un défilé militaire a été organisé, suivi d'une photo de famille immortalisant cette journée mémorable. Cette cérémonie témoigne une fois de plus de l'importance du Prytanée militaire de Niamey dans la formation de jeunes leaders africains, porteurs de valeurs d'excellence, d'innovation et de patriotisme. Oui, nous ouvrons une fenêtre sur l'actualité sportive à présent avec moi, Famoudou Douté. Bonjour. Bonjour Mohamed Diarra, bonjour à tous. Football CHAN 2024, le Mali joue ce dimanche contre la Mauritanie pour le compte du match aller du deuxième et dernier tour. Oui, cette double confrontation s'avère décisive avec à la clé un biais qualificatif pour le prochain championnat d'Afrique des Nations, CHAN, qui se tiendra du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. L'équipe A' du Mali est déjà à Nouakchott pour le match aller, prévu demain dimanche 22 décembre 2024 à 16h. Les nôtres recevront les Mourabitoun une semaine après au stade du 26 mars de Bamako pour la manche retour. Pour ce duel crucial, le sélectionneur national Baïba a convoqué 30 joueurs. Ces derniers sont entrés à l'internat à Kabbalah le 9 décembre dernier pour une mise au vert de 10 jours. Et cette dernière étape des préparatifs avait déjà débuté quelques semaines auparavant avec des matchs amicaux contre des clubs de première division. Après donc 2011, 2014, 2016, 2020 et 2022, l'équipe A' du Mali est en quête d'une 6e qualification au CHAN, tournoi réservé exclusivement auparavant aux joueurs locaux, mais cette fois étendu aux joueurs évoluant sur le continent. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre notre objectif qui est de nous qualifier pour la phase finale du tournoi, confie le sélectionneur national Baïba avant le départ de la délégation malienne à Nouakchott, qui reconnaît toutefois la qualité de l'adversaire. On va jouer 2 finales à Nouakchott et à Bamako. L'équipe mauritanienne est solide avec des joueurs qui, pour la plupart, évoluent en équipe nationale senior, ajoute le technicien malien. Ce sera la 4e fois dans l'histoire que le Mali et la Mauritanie se rencontrent lors des qualifications du CHAN. Le vainqueur de cette double confrontation validera son ticket pour la prochaine compétition. Le Maroc n'a pas à s'inquiéter puisqu'il est qualifié d'office en raison du désistement en zone Afrique du Nord de l'Algérie, de l'Égypte, de la Libye ainsi que de la Tunisie qui ont tous renoncé à participer. Quelles sont les raisons?
Oui, parce que ces nations ont privilégié leurs championnats respectifs au lieu de participer à cette compétition du championnat d'Afrique des nations. Au total, 15 billets sont à prendre à l'occasion de ce deuxième et dernier tour des éliminatoires qui marque l'entrée en lice pour les nombreuses sélections exemptées du premier tour, notamment le Mali et le tenant du titre, le Sénégal. La Guinée, le Tchad et la Centrafrique joueront leur match à domicile à Abidjan, faute de stade homologué. La Guinée a d'ailleurs battu la Guinée-Bissau par 4-1 ce vendredi en ouverture des rencontres allées du deuxième et dernier tour des préliminaires du CHAN 2024. Le programme se présente comme suit. Ce vendredi, c'était hier à 16h, la Guinée a battu la Guinée-Bissau par 4-1. Ce samedi, 13h, Burundi, Ouganda et Lesotho, Angola. 15h, Guinée équatoriale, Congo et Mozambique-Zambie. 16h, Eswatini, Madagascar. 17h, Tchad et République démocratique du Congo. Demain dimanche 22 décembre à 13h, Soudan du Sud, Rwanda. 14h, République centrafricaine, Cameroun et Éthiopie-Soudan. 16h, Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire contre Burkina Faso, Libéria, Sénégal et Togo, Niger. Et à 17h, 16h GMT, la Mauritanie reçoit le Mali. Les matchs retour commencent mercredi le 25 décembre pour prendre fin dimanche 29 décembre. En Espagne, le FC Barcelone reçoit ce samedi Atlético de Madrid au compte de la 10e journée de la Liga. Oui, le coup d'envoi de ce choc est prévu pour 20h GMT à égalité de points, 38 points avec un match en moins pour Diego Simeone et ses poulains au classement général. Les deux équipes se battront avec toutes leurs armes pour le leadership du championnat. Mais en plus de cet enjeu primordial dans la course au sacre final, Atlético de Madrid sera en déplacement pour un autre but très précis, celui de vaincre le FC Barcelone et briser enfin une malédiction qui dure depuis 2006. Depuis cette date, l'Atlético Madrid n'a jamais réussi à s'imposer contre FC Barcelone à l'extérieur. En 24 matchs disputés durant toute cette période, le bilan pour l'un des meilleurs clubs de l'Espagne est juste catastrophique. Atlético de Madrid s'est incliné à 16 reprises devant son bourreau pour 8 matchs nuls. En matière de buts, les Colchoneros ont encaissé 52 buts et ont inscrit 17 buts contre les Catalans dans cette série qui dure avant l'arrivée de Diego Simeone à la tête de l'équipe. Alors, sous la direction de ce dernier, l'Atlético de Madrid s'est déplacé 17 fois au FC Barcelone sans jamais parvenir à briser cette spirale négative. Malgré les nombreuses tactiques de l'entraîneur argentin pour vaincre la bête noire de l'équipe madrilène, ce dernier est toujours confronté à une domination sans partage. Les 5 dernières confrontations, toutes compétitions confondues, durant lesquelles El Cholo et ses poulains sont sortis avec 5 défaites, représentent une illustration parfaite avec cette page noire dans l'histoire du club. Diego Simeone et ses hommes disposent à présent d'une énième occasion pour tenter de se délivrer de la domination barcelonaise. On termine cette page sportive avec cette histoire rocambolesque. Un président du club de football craque et renvoie son entraîneur et ses joueurs. Que s'est-il passé exactement? Il s'agit de Asmir Husic, le président de Sloboda Tuzla en Bosnie. Son club, le FK Sloboda Tuzla, lanterne rouge du championnat bosnien, avait seulement pris 2 petits points sur 45 possibles à la mi-saison, traverse une crise majeure. Face à cette situation, le président du club, Asmir Husic, a pris une décision radicale, comme raconté par le média local Clix, virer tous les joueurs ainsi que l'entraîneur Zlatan Nalic. Il a dit, je cite, « Ça a été l'un des jours les plus difficiles pour moi car j'ai dû dire aux joueurs de Sloboda qu'ils ne faisaient plus partie du club. Nous avons licencié tous les joueurs et plus tôt, j'ai eu une réunion avec l'entraîneur Nalic. Jusqu'à présent, environ 7 joueurs sont venus signer les licenciements et j'espère que les autres le feront dans les prochains jours. » Fin de citation. Asmir Husic a maintenant 2 mois devant lui pour reconstituer une équipe complète avant la reprise du championnat bosnien mi-février et tenter de sauver son club en première division bosnienne. Merci bien Famourou Djouti, et c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Badji Touré, coordination électorale Ousmane Dao. Passez d'excellents moments en compagnie du programme de Radio Mali. Au revoir.